voorbereid om enkele aspecten voor deze zeer complexe situatie nog te belichten. Donc, la guerre à l'Est est bien sûr directement liée aux velléités expansionnistes du Rwanda, qui est la moitié des problèmes, mais l'autre moitié des problèmes se trouve aussi à Kinshasa. Je voulais en dire quelques mots brièvement. Le pays est clairement en crise profonde, multiforme, à plusieurs niveaux. Ce n'est pas nouveau, mais actuellement, nous nous trouvons devant une réelle possibilité de division permanente du pays, ainsi que d'une situation qui risque de devenir non maîtrisable, comme le professeur Vlassot l'a déjà dit, avec la multitude de groupes armés à travers tout le pays, ce n'est pas seulement Kivu, ainsi qu'à cause de la volonté très claire de modifier ou de remplacer la Constitution qui a été votée par référendum en 2006. Il y a une crise de légitimité depuis le non-respect des résultats des élections de 2018 et surtout depuis le chaos électoral de décembre 2023. Il y a une crise institutionnelle avec l'achat des membres du Parlement et l'existence d'un gouffre entre le train de vie de l'élite et les conditions de vie de la population. Ce qu'on appelle au Congo la classe politique semble dans sa majorité rejetée par la population. Comme c'est le cas pour les prédécesseurs, ou probablement encore plus, les autorités sont régulièrement confrontées à des cas très importants de corruption, détournement. Juste un petit chiffre, l'estimation du budget qui a été, prévu pour la guerre depuis le début des conflits, et ça inclut ce qui est prévu par le gouvernement plus les contributions des entreprises, s'élève à 3,8 milliards de dollars. On se demande parfois où est allé cet argent. Le régime actuel a une tendance grandissante à la centralisation du pouvoir au niveau de la présidence et veut donc modifier ou remplacer la Constitution, en partie pour des raisons techniques, mais surtout dans le but de consolider le pouvoir actuel. Cette opération, ainsi que la possibilité que les prochaines élections prévues pour 2028 ne soient pas organisées ou avec un glissement, pourrait causer une déstabilisation majeure du pays. Le régime, qui a une attitude de plus en plus autoritaire, dirige à l'aide d'instruments de répression et a réussi à instaurer la peur dans la population. On n'a plus la liberté de parole et cet élément pèse lourdement sur la proposition de sortie de la crise, qu'on n'ose plus formuler. Comme c'est le cas dans la partie occupée du pays, on est soumis à une pensée unique qui empêche de trouver des solutions et qui renforce le statu quo. Maintenant, la faiblesse de l'opposition fait aussi la force du gouvernement. L'opposition n'a pas au plus une base mobilisable de militants, étant donné que ce terrain est occupé complètement par les militants du DPS. Mais l'opposition est aussi mal organisée et manque de vision. Il y a aussi chez l'opposition un déficit de pensée. Il est malheureusement devenu très difficile de se forger une place d'indépendance entre d'un côté le gouvernement à Kinshasa et d'autre part les tenants du pouvoir dans les territoires occupés qui, comme professeur Titeka vient de le dire, où on s'organise de plus en plus comme un espace autonome qui est évidemment indirectement contrôlé aussi par le Rwanda. Maintenant, cette situation a mené à un discrédit massif de ce qu'on appelle la classe politique congolaise et, à part les partis politiques, la capacité de mobilisation des associations de la société civile n'est plus ce qu'elle était avant pour plusieurs raisons. Maintenant, dans ce contexte, la voie des églises institutionnalisées et a une longue tradition possède toujours une autorité morale et une indépendance. En janvier de cette année, la conférence épiscopale de l'Église catholique avec l'Église protestante ont présenté une initiative très ambitieuse qui équivaut presque à un effort de refondation de l'État et de la nation. À long terme, elle veut une réflexion sur les fondements du Congo et de son vivre ensemble et définir les objectifs de développement du pays d'ici 2060. Bon, ça nous concerne moins ici, mais à plus court terme, je crois que leur initiative veut en réalité sauver l'unité du pays en évitant de confier le futur du pays à une petite élite politique et militaire congolaise et non congolaise. Dès le début, les églises ont voulu organiser un dialogue entre toutes les parties prenantes du conflit, d'abord au niveau national et donner une voix à la population. Maintenant, le premier objectif, il y a deux volets dans l'initiative. Le premier objectif, et qui a reçu le plus d'attention jusqu'à maintenant, est celui du dialogue inclusif afin de débloquer la situation politique. Il fait l'objet de beaucoup de critiques, car certains estiment qu'on ne peut pas dialoguer avec les agresseurs du pays qui répondent aux impératifs de Kigali. La condamnation à mort de l'ancien président Kabila rend également quasi impossible sa participation à un tel dialogue.
Cependant, je crois que le véritable objectif des Églises était et est de créer un cadre de dialogue national qui devait justement neutraliser les influences extérieures avant, ce qu'on pourrait dire, de laver les linge sale en famille. Évidemment, il y a beaucoup de problèmes, professeur Vlasselot l'a indiqué, il ne s'agit pas maintenant de recourir à une grande foire où tout le monde veut être là. Les modalités sont encore à définir. Maintenant, le deuxième objectif de l'initiative est celui de donner une voix à la grande absente de négociations en cours, notamment la population, qui est la première victime des violences de tous bords. Ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dialogue des experts. L'idée, c'est de mettre les vrais problèmes de fond sur la table afin de trouver des solutions durables et donc éviter un peu de faire des accords qui auront des résultats à court terme, quitte à ce que ça recommence encore de quelques années. Il y a des problèmes en RDC qui durent depuis des décennies et qu'on doit aborder de façon rationnelle. Les différentes thématiques traitées lors de ce dialogue sont synthétisées et présentées aux participants du dialogue inclusif. Donc l'idée, c'est que au niveau des experts, et il ne s'agit pas seulement des académiques, mais il s'agit des experts d'expérience, des gens du terrain, qui vont faire des contributions, qui seront centralisées dans des commissions, et le contenu de ce dialogue sera alors présenté au dialogue politique. Sur base de ces deux dialogues, on doit élaborer un pacte social pour la paix et le vivre ensemble, qui donnera les orientations fondamentales pour le futur et qui doit fonder l'unité nationale. Au moins, ça, c'est l'ambition. C'est un peu comme le disait récemment le président de la CENCO, Monseigneur Mouteba, je cite, « Nous pouvons aller à Washington, à Doha, à Paris, mais les véritables enjeux se jouent sur place. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent se rassembler autour d'une table selon les schémas que nous avons tracés. » Finalement, encore une fois selon la feuille de route des évêques, le processus doit aboutir à une conférence internationale qui doit jeter les bases d'un vivre ensemble et une coopération au niveau régional. Évidemment, on a eu déjà beaucoup d'initiatives régionales. Il y a eu l'accord d'Addis Abeba, il y a eu le pacte de stabilité de 2006. Mais la différence qu'ils veulent, la différence avec les initiatives régionales précédentes, est que cette fois-ci, on veut mettre en avant les options et orientations congolaises avant d'aller au niveau régional, tandis que les autres initiatives sont passées du niveau régional d'abord au niveau national congolais après. Maintenant, cette piste que j'ai présentée très brièvement est loin d'être parfaite et présente un nombre d'obstacles. Elle est confrontée à l'incompréhension, de lourdes critiques et de scepticisme quant à sa faisabilité. Mais au vu de la progression ou non-progression des autres initiatives de paix, personnellement, je ne vois rien de meilleur. Elle a l'avantage d'être une initiative d'une instance indépendante et généralement respectée, écoutée, qui vise le long terme, loin des intérêts particuliers de la plupart des autres acteurs. Les églises sont toujours les seules institutions plus ou moins solidement structurées à travers l'entièreté du pays, mais peut-être même plus que l'État. C'est pourquoi que, personnellement, je crois que l'initiative mérite tout soutien de la part de la Belgique, comme notre pays l'a déjà fait dans le passé, dans des situations similaires et également critiques, et au-delà des décisions des autorités politiques nationales et étrangères. Cette initiative a été négociée au niveau du cabinet présidentiel et avec d'autres confessions religieuses, donc au-delà des catholiques et des protestants, jusqu'à l'adoption d'une feuille de route commune qui fut publiée le 25 août dernier. Donc c'était vraiment au cabinet présidentiel, avec le chef du cabinet, conseiller politique principal, chef du conseil stratégique, etc. Donc c'était vraiment à haut niveau que ça a été négocié. On a eu un accord, mais malheureusement, l'ordonnance présidentielle qui devait sanctionner l'initiative et la rendre exécutoire n'est pas encore venue et le président, malgré le consensus au niveau du cabinet, a exprimé son désaccord avec l'initiative au profit d'un changement ou remplacement de la Constitution. C'est pour ça que des initiatives nationales et internationales sont sans doute nécessaires en faveur de ce pacte qui semble une solution à long terme. Il est important de noter que cette initiative est soutenue par plusieurs pays de la région, dont par exemple l'Angola. Le président Lorenzo l'a mentionné dans son discours à la Nation le 15 octobre. Et, fait assez remarquable, l'initiative est combattue par le Rwanda qui ne veut pas que les gens prennent les choses en main. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Dank u wel. Dan